On est ravis d'être ici avec donc Nicolas Hazard. Nicolas Hazard, vous êtes le président fondateur du groupe INCO, qui est une société d'investissement spécialisée dans les startups de l'économie sociale et solidaire, qui a été lancée en 2010. Alors vous êtes un entrepreneur précurseur, puisque vous êtes aussi le fondateur d'Impact, le Davos de l'entrepreneuriat, qui est accueilli à l'Hôtel de Paris et qui réunit chaque année près de 1500 décideurs économiques et politiques venus de 50 pays. Diplômé d'HEC et de Sciences Po, vous êtes aussi auteur de livres, dont le dernier, Le bonheur est dans le village, est paru chez Flammarion en mars dernier et présente 30 solutions d'hommes et de femmes dont les initiatives révolutionnent la vie à la campagne. Enfin, last but not least, depuis juillet 2020, vous êtes conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne auprès de la présidente. Autant de bonnes raisons de vous inviter ici pour le Meetup Green Tech pour partager votre vision de l'Europe, futur leader mondial de la Green Tech. Alors, vous êtes de ceux qui considèrent que la finance est un moyen d'avoir un impact social. Avec le groupe INCO, vous accompagnez plus de 500 startups par an. Vous mobilisez plus de 150 millions d'euros pour investir exclusivement dans des startups et entreprises à fort impact social et environnemental. Alors, avec plus de 1,7 milliard d'euros levés par les clean tech au premier semestre en France, c'est un record absolu enregistré depuis 2018, on peut dire que le secteur de la green tech est en plein boom. Est-ce que c'est une tendance que vous observez aussi chez vous, chez INCO ? Alors oui, tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, moi quand j'ai commencé INCO, le but c'était, mais comme beaucoup d'entre vous ici, c'était de se dire, à un moment, si je deviens entrepreneur, si je crée quelque chose, si je construis quelque chose, c'est aussi pour rendre le monde meilleur, pour avoir un impact social, environnemental, positif, et en gros de changer le monde à travers l'entrepreneuriat. Et moi je crois beaucoup à cet outil qu'est l'entrepreneuriat pour changer les choses et montrer qu'un modèle différent peut exister, un modèle plus inclusif et plus durable. Et aujourd'hui, les grands acteurs de ce changement de paradigme qu'on attend tous, avant tout, c'est les entrepreneurs. Et beaucoup, les politiques, souvent s'inspirent beaucoup des entrepreneurs qui, eux, ont réussi à innover et on invente ces modèles de demain. Et donc, on voit, alors nous, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on investit dans ce secteur-là. Alors, au début, on nous regardait un peu de manière bizarre parce qu'on disait la finance, c'est un outil qui doit être au service d'entreprises pour avoir de l'impact social et environnemental. Certes, il faut gagner de l'argent, il faut qu'il y ait de la rentabilité. À un moment, on n'est pas bénévole quand on crée une entreprise, mais en même temps, il faut aussi qu'on puisse mesurer et capter l'impact social et environnemental. Et donc, on a mis en place une grille de critères avec notamment la Banque des Territoires et d'autres acteurs pour mesurer l'impact social et investir. Nous, on n'investit que dans des projets qui ont un triple A, un double A, un simple A, comme dans les agences de notation, mais à la fois financiers et extra-financiers. Et de plus en plus, on voit, alors par exemple, je suis très content sur les centaines d'investissements qu'on a pu faire. Alors il y a Castali par exemple qui a développé voilà, c'est pas fait exprès, mais voilà ce type de produit. Et on s'est rendu compte que au fur et à mesure du temps, les entreprises qui essayaient de chercher à avoir un impact environnemental fort, elles se développaient énormément, elles avaient énormément de choses. Et nous, on les accompagne à travers 3 niveaux, à la fois à travers de l'investissement, de la finance. On mobilise, comme vous le disiez, 500 millions d'euros en global pour investir dans ces boîtes-là. On a par exemple investi dans une entreprise qui s'appelle les fermes de Figeac. Les fermes de Figeac, c'est quoi ? C'est 150 agriculteurs dans le pays de Figeac qui se sont mis ensemble pour être autonomes en énergie, utiliser le toit de leur ferme pour mettre des panneaux solaires, créer des méthaniseurs pour créer de l'énergie et rendre aujourd'hui ce pays de Figeac, qui est dans le sud-ouest, autonome en énergie et en énergie durable. On fait aussi de l'incubation à travers, on est présent dans 50 pays, donc on a des incubateurs dans une cinquantaine de pays où on va incuber des boîtes et des startups et beaucoup de boîtes dans la green tech notamment. Voilà, on a des incubateurs spécifiques à Marseille notamment,
récemment autour de l'économie circulaire. On a accompagné des boîtes dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision, des boîtes autour de l'hydrogène. Vous avez accompagné aussi Téléaqua, C'est ça, qui est labellisé Green Tech. Qui est labellisé Green Tech. On a une COP d'avance avec la région Sud. On a une entreprise autour de l'hydrogène qu'on a accompagnée qui liquéfie l'hydrogène pour pouvoir le transporter, etc. Et aujourd'hui, il y a un foisonnement. On accompagne 800 entrepreneurs par an. Et vraiment, dans le monde entier, et une grande majorité veut travailler et veut développer des choses dans la Green Tech. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment la tendance de fond très, très importante. Et on forme aussi les gens qui veulent pas forcément être entrepreneurs, mais ceux qui veulent travailler dans ce secteur-là. Il y a un grand appétit pour travailler dans ce domaine-là et on les forme. Et on a formé plus de 200 000 personnes l'année dernière dans le monde pour travailler sur ce secteur autour de l'énergie des bâtiments, autour des transports à gaz à effet de serre limité, autour de l'agriculture, etc., etc. Donc on revoit que c'est une énorme tendance. Il y a eu la tendance très start-up, etc. Et aujourd'hui, on voit que la Green Tech, c'est en plein boom et c'est en plein développement. Quelle part d'investissement représente la Green Tech pour vous, dans votre portefeuille? Aujourd'hui, ça représente la moitié de notre portefeuille. La moitié? Ouais, quasiment la moitié. Sachant que vraiment, c'est une tendance qui a commencé il y a 6-7 ans, vraiment très fort. Il y a 10 ans, quand on a commencé, on investissait beaucoup et on continue dans des entreprises de l'économie sociale plus traditionnelles, dans des boîtes autour de l'insertion, de l'éducation, etc. Et aujourd'hui, la jeune génération d'entrepreneurs, elle a envie de plus en plus de développer des business dans ce secteur-là. Et il y a des moyens aujourd'hui, il y a des outils, il y a des fonds d'investissement, il y a des incubateurs, il y a des choses qui existent, il y a des écosystèmes qui se créent et ça partout dans le monde. Et on voit que la transition écologique, en tout cas, elle est en marche auprès des jeunes générations. Vous gérez combien d'incubateurs au total? 50? On gère 60 incubateurs dans 50 pays, donc aussi bien aux États-Unis, en Australie, en Afrique, et on en a une douzaine en Afrique et le reste en Europe. Et ils sont tous connectés parce que ce qui est intéressant toujours et surtout sur ces dimensions un peu green tech, c'est que souvent quand on va d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre, c'est un peu les mêmes solutions qu'on réinvente toujours. Et donc, nous, on a voulu aussi travailler tout de suite à l'échelle globale. Et le ministre le disait, à un moment où il faut aussi avoir une perspective un peu internationale de ce qu'on fait et de voir un peu ce que d'autres font pour, si on veut être leader dans son secteur. Et donc, on aide aussi les startups françaises à se développer et à grandir dans le monde. Alors, vous qui accompagnez beaucoup de startups, est-ce qu'il y en a beaucoup là qui sont dans la salle? Est-ce que vous avez un tips à leur donner justement par rapport à l'internationalisation? Pensez tout de suite à l'international. Je ne sais pas, il y a des étapes à avoir. Quel message vous voudriez leur faire passer à ceux qui sont dans la salle? Il y a deux messages. La première, c'est que bien évidemment, quand on commence un produit et qu'on le développe, il faut tout de suite penser à l'international. Je pense que c'est ce qui fait la force, par exemple, des Israéliens qui ont qui tout de suite, parce qu'ils ont un marché petit, ont cette culture-là et réussissent tout de suite à penser d'un point de vue plus global. Et ça, ça donne une aspiration, ça donne une projection et ça permet en tout cas de voir loin. Et que d'autres y croient et aient envie de rejoindre l'aventure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur la levée de fonds, parce que nous, on reçoit énormément de dossiers, il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite lever des fonds. Il faut bien travailler, à mon sens, sa levée de fonds et la faire au bon moment et pas trop tôt. Il y a beaucoup de gens qui arrivent beaucoup trop tôt. Déjà, on se fait diluer très, très vite. Et derrière, après, c'est très difficile au tour 2, au tour 3, au tour 4 de pouvoir suivre. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, et ça, c'est aussi clé, c'est de savoir avec qui on s'entoure. Et puis derrière, je trouve qu'une levée de fonds, quand on n'a pas un ou deux clients déjà, quand on n'a pas déjà fait un peu la preuve que sa solution existe, quand on l'a pas mise en tout cas en mode avec un pilote et qu'on n'a pas développé quelque chose, c'est un peu difficile après pour l'investisseur de se projeter parce qu'il y a énormément de choses qui viennent. Donc essayer de retarder, à mon sens, un maximum la levée de fonds. Et puis après, mais ça c'est plus personnel, c'est moi les projets que j'aime vraiment bien, c'est ceux qui se projettent et qui disent voilà, moi je le fais, comme ce que disait Schumpeter, cet économiste autrichien qui disait qu'on devient entrepreneur pas forcément parce qu'on a envie de gagner de l'argent tout de suite très vite, mais parce qu'on a envie de créer quelque chose, qu'on a envie d'être indépendant, qu'on a envie de construire et de contribuer et avoir du sens. Et moi j'aime beaucoup les entrepreneurs et les entrepreneuses qui sont charismatiques en ce sens-là et qui sont pas là juste pour faire un coup et en 3 ans qui disent dans 3 ans je vends et voilà et je passerai à autre chose, etc. Je pense que quand on est aussi dans la green tech, c'est aussi pour se projeter, pour construire un monde différent et donc c'est porter ces valeurs
valeur-là. Et le long terme, finalement, est une valeur qui se perd un petit peu. Mais les vrais entrepreneurs qui ont envie de pousser des projets à long terme, c'est ceux, en tout cas, que les fonds d'investissement aiment bien. Et ce phénomène autour de la green tech, vous le constatez, j'imagine, dans tous les pays où vous êtes, ou dans tous les pays où vous êtes, quelle est la tendance la plus marquante en matière de green tech, justement? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des sujets qui sont plus prégnants en ce moment, qui sont plus étudiés, Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est un fonds à impact. Un fonds à impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure à la fois la rentabilité financière, mais aussi l'impact social et environnemental, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets partout dans le monde. Et par exemple, il y a un secteur qui s'est beaucoup développé, qui est autour des panneaux solaires. ouais. Et les panneaux solaires, ça a été... La grande mode. Ça continue. Comment? C'était la grande mode. C'était la grande mode et ça continue. Ce qui est intéressant et ce qui fait la différence entre deux projets de panneaux solaires, c'est que les panneaux solaires, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'où viennent les composants des panneaux solaires. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de sujets de la green tech. Parce qu'on est en train de passer d'un monde où c'est des énergies fossiles et on va le remplacer par des énergies green. Donc dans le domaine énergétique, c'est clair. Sauf que dans les technologies de la green tech, il y a des aimants qui viennent de métaux rares, de terres rares, etc., qui parfois peuvent être extrêmement polluants aussi. Et c'est pas dire on veut pas de l'énergie, enfin il faut rester sur l'énergie fossile. Non, c'est aussi réfléchir sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour les produits qui sont faits de la green tech. Quel est l'impact en amont et en aval? Par qui c'est fait, etc. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est un gros focus parce que c'est un grand différenciateur aujourd'hui entre plusieurs projets dans lesquels on peut investir et dans lesquels les gens investissent. C'est vraiment de réfléchir aussi à quel est l'impact positif net. C'est pas juste parce qu'on fait des panneaux solaires, c'est pas juste parce qu'on fait un pommeau de douche économique. C'est comment c'est créé, comment c'est construit et aller un peu plus loin, et c'est ça que la finance à impact en tout cas a appris, c'est de mesurer en amont toute la chaîne de valeur et de se rendre compte de l'impact qui existe, et ça c'est absolument clé. Ouais, avoir la big picture et pas se focaliser juste sur le sujet. Bon, la green tech, c'est pas qu'à Paris, on vient de le voir. Vous avez parlé des fermes de Figeac, vous avez parlé de Téléaqua qui a été accueilli dans votre incubateur à Marseille. Et vous êtes un fervent défenseur des territoires qui sont des lieux d'innovation, comme vous le racontez dans votre livre. Et vous avez d'ailleurs créé la résidence à Saint-Bertrand-de-Comminges, qui se veut un incubateur de la ruralité et qui accueille tous les ans l'événement The Village, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Est-ce que vous incubez beaucoup de projets qui concernent la transition écologique et la green tech dans cet incubateur en particulier? Et comment faire pour accélérer sur ce sujet? Alors oui, le constat, c'est qu'on s'est rendu compte, alors nous, dans les 60 incubateurs qu'on a, on s'est rendu compte qu'on était dans 50 métropoles mondiales. En gros, que tout ce qu'on développait, c'était dans les grandes métropoles et que finalement, on avait l'impression que l'innovation, elle venait que des métropoles et que des grandes villes. Ce qui est vrai en partie aujourd'hui, puisque quand on demande aux fonds d'investissement où ils ont investi, ils ont investi dans des boîtes qui sont basées généralement autour de ces grandes métropoles. Pour autant, et le ministre le rappelait juste avant, pour autant, les défis qui sont devant nous, c'est des défis démographiques, c'est des défis environnementaux. Et aujourd'hui, c'est pas avec des toits potagers qu'on va nourrir l'humanité, et c'est pas en installant des éoliennes sur la tour Montparnasse qu'on va permettre de créer de l'énergie pour tout le monde. On peut essayer, hein. Mais en tous les cas, on a besoin plus que jamais de nos territoires ruraux. Parce que nos territoires ruraux, c'est eux qui créeront l'énergie de demain et l'énergie renouvelable. Et nous, par exemple, j'ai cet exemple de Lux-sur-Aude, donc dans les Pyrénées, dans le département de l'Aude, donc d'un petit village qui a décidé, ses 200 habitants, d'être autonome en énergie renouvelable. Mais ils ne voulaient pas créer un grand parc et le vendre à un grand énergéticien, ils voulaient le faire eux-mêmes. Et donc, ils ont décidé de créer eux-mêmes une SAS pour pouvoir développer leur petit parc solaire pour être autonome en énergie. Et le surplus d'énergie, d'ailleurs, ils le revendent. Et tous les habitants du village, c'est intéressant, se sont mobilisés
pour pouvoir financer sur la garrigue au-dessus de Lux-sur-Aude cette petite centrale photovoltaïque. Aujourd'hui, ils ont tous mis un peu des sous, puisque c'est leur sous perso. Le plus jeune, Zachary, avait 11 ans et il a cassé sa tirelire pour le mettre. Et donc, ils ont créé ça. Ils sont indépendants en énergie. Aujourd'hui, la centrale leur rapporte 5% en rentabilité. Donc, c'est mieux qu'un livret A. Tout ça pour dire que ça, c'est pas possible en ville, par exemple. Enfin, c'est ce type d'innovation, de réfléchir de comment nous, on va être autonome sur un périmètre comme ça restreint. Et donc ça, les villages, les territoires ruraux, ils ont aussi cette capacité à inventer des choses. Sur l'agriculture, l'alimentation, j'en parle même pas, l'agriculture de précision, sur toutes les technologies qui existent aujourd'hui en termes d'agriculture, le e-farming, etc. Voilà, on a besoin de ces territoires-là pour le faire. Et il y a ce village dont vous parlez aussi, ce village bio. J'aime beaucoup l'histoire. Enfin, si vous pouvez nous la raconter, je trouve que c'est assez intéressant. Et oui, il y a un village en Dordogne qui s'appelle Saint-Pierre-de-Frugy. Alors Saint-Pierre-de-Frugy, c'est vraiment au milieu de la Dordogne. C'est assez difficile d'accès à la base. Et c'est un village qui n'avait plus de boutique, plus de commerce, plus rien du tout. Et a décidé, le maire qui était à la retraite, a décidé, parce que sa fille était végane et qu'elle lui avait dit, et c'est toujours question de génération, c'est intéressant, il faut être bio aussi dans ton village. Il a décidé de créer le premier village bio de France en arrêtant tout ce qui est pesticides pour le cimetière, pour les parties communes, etc. En créant des jardins partagés, mais des choses pas si compliquées que ça. On essayant d'utiliser les technologies qui existaient pour le faire. Et ce village est devenu en quelques années le village bio où moi, quand j'y suis allé, les gens viennent pas en bus, mais presque, pour le visiter. Ils viennent même du Japon, l'ambassadeur du Japon est là, à financer. Et aujourd'hui, ils ont ouvert une école autour de la transition écologique, ils ont ouvert de la restauration, des boutiques, plein de gens qui s'installent. Et ils ont réussi autour du green à créer un savoir-faire comme l'aïeul a réussi autour du couteau. Et là-bas en Dordogne, ils ont réussi autour des villages et du bio. Et donc, des initiatives comme ça, qui utilisent la technologie, qui utilisent le green comme étant un marqueur territorial. Il y en a beaucoup. Nous, c'est ce qu'on fait à Saint-Bertrand-de-Comminges aussi dans les Pyrénées, donc dans un incubateur qui est le premier incubateur de la ruralité pour la ruralité. Donc en gros, on réfléchit avec des startups, beaucoup autour des énergies notamment, de l'agriculture, de l'alimentation, qui viennent en résidence chez nous et qui testent et inventent sur le territoire des innovations en matière d'agriculture, en matière d'énergie, etc. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui existent, mais on a besoin de terrains d'expérimentation, on a besoin que ça soit aussi accepté par des populations qui sont sur d'autres territoires. Et pour ça, on a plus que jamais besoin de rééquilibrer l'innovation, les investissements entre les grandes villes et les métropoles et les territoires ruraux. Alors, en matière d'environnement, les choses n'avancent pas assez vite en France et en Europe. Mais quand même, pour la première fois, les énergies renouvelables ont généré l'an dernier 38% de l'électricité de l'Union européenne, soit davantage que les combustibles fossiles. En revanche, le plan pour décarboner l'économie lancé par Bruxelles en juillet 2021 nécessite un doublement de la vitesse de déploiement pour observer en 2020. Alors vous travaillez à l'Action Plan que va dévoiler l'Europe en novembre pour faire grandir l'économie sociale et solidaire. Alors je sais que vous ne pourrez pas tout nous dire, mais est-ce que vous pouvez un peu partager des petits secrets ou en tous les cas nous dévoiler quelles sont les pistes de travail, sur quoi vous travaillez exactement dans le cadre de cette Action Plan. Oui, c'est un des grands objectifs, en tout cas, de la Commission européenne et de celle-là et de la présidente, en tout cas, d'aller pousser la transition écologique et d'essayer de vraiment de donner une vraie dynamique et faire de l'Europe vraiment l'épicentre de cette transition, etc. Et ce, dans tous les pays. Et après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a 27 pays différents, c'est des 27 réalités différentes. Et donc voilà, il faut pouvoir essayer de voir ce qui existe, ce qui peut se faire, comment on peut apprendre des uns des autres. Mais l'idée, c'est effectivement, mais ça a été déjà annoncé à travers les différents plans de relance et plans de relance européens, c'est des centaines de milliards qui vont être investis
notamment pour relancer l'économie et notamment dans la transition écologique et tout ça à travers des instruments comme la Banque européenne d'investissement, les fonds européens d'investissement, à travers aussi des mesures plus en direct, des fonds structurels européens, des FSE, des FEDER, etc., où un grand focus aujourd'hui est donné autour de cette transition écologique qui, sur les dernières mandatures, n'existait pas à ce niveau-là. Et on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, avec aussi un certain nombre de limites où il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est bien d'investir sur la transition écologique, mais il faut aussi investir sur les habitants de l'Europe, etc., et notamment sur l'ensemble des territoires. Et il faut faire bien attention que ce soit accepté. On a vu sur les gilets jaunes, c'est quand même parti de la taxation des carburants. Et donc, c'est d'essayer de réfléchir aussi à comment on rend les choses plus durables, certes, et de changer d'économie, mais en réfléchissant toujours, est-ce que ça va être plus... quelle est aussi la qualité de vie et les conditions de vie pour les Européens, et ça c'est clé. Et surtout, où est-ce qu'on va aller se fournir? Parce que je parlais des métaux rares et des terres rares, etc., qui existent. Aujourd'hui, la très grande majorité est produite en Chine, extraite en Chine. On a très peu de visibilité sur finalement les conditions dans lesquelles ça peut être fait, notamment les conditions de travail, etc. Et puis derrière, nous, en Europe, quelle est notre politique d'indépendance par rapport à ça? C'est-à-dire que demain, si on part d'une dépendance aux énergies fossiles et qu'on la transforme à une dépendance des métaux rares qu'on ne produit plus, ou très peu en tout cas en Europe par rapport à d'autres, il y a un contexte, il y a une réflexion aussi politique et géopolitique qu'il faut réfléchir et on l'a vu avec le Covid, l'autonomie et la politique et l'autonomie politique européenne, elle doit aussi être réfléchie. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre autour de la table pour voir comment on fait une économie qui, comme dit la présidente, qui marche, qui est au service des Européens et qui en même temps leur assure un avenir et un avenir durable autour de ces énergies et de la transition écologique. Et du coup, dans Action Plan, il y a action. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui vont être lancées à l'issue, après le dévoilement du plan? Est-ce que on va sortir avec des grandes lignes? Non, l'idée d'un action plan, c'est vraiment d'arriver sur une série de mesures pour mettre des actions très très concrètes à l'intérieur des institutions européennes, mais aussi à l'extérieur. Et puis aider aussi, parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, il faut que la transition écologique aussi, elle soit acceptée, notamment dans les pays de l'Est. Et dans certains, et pas que des pays de l'Est d'ailleurs, mais dans beaucoup aussi dans les pays de l'Est, parce qu'il y a aussi un enjeu démocratique. Il faut aussi que cette transition elle soit acceptée, que chacun voit l'intérêt qu'il a à la faire. On ne peut pas juste culpabiliser les gens en leur disant bon, si tu fais pas ça, tes petits-enfants ils vont mourir, ou etc., ou ça va se réchauffer, et ça. Donc il faut aussi comprendre et aligner les intérêts de tout le monde pour que ça soit soutenable et durable pour tout le monde, parce que sinon aujourd'hui on a quand même un vrai défi démocratique en Europe. Aujourd'hui on le voit, bon, il y a avec le Royaume-Uni qui est sorti, mais aujourd'hui il y a d'autres pays où c'est un peu compliqué, et là aussi il faut aussi dessiner un avenir, se projeter sur un avenir, et je pense que le développement durable et le green est une bonne manière aussi d'avoir un horizon commun, d'un projet commun qu'on peut dessiner, et l'Europe a tout intérêt à s'emparer en tout cas de cette transition écologique et de faire de cette thématique une des pistes du futur pour se projeter dans une Europe différente et qui fait envie, qui donne envie et qui fonctionne pour tout le monde. Ouais, parce que c'est vrai ce que vous dites, et c'est aussi, le discours culpabilisateur ne passe plus du tout, surtout auprès des jeunes générations, des millennials. Il faut aller vers autre chose, faire un discours plus mobilisateur finalement. Pour conclure, j'avais envie de vous demander, pour vous, quelles sont les 3 étapes à mettre en œuvre pour que l'Europe devienne un leader mondial de la green tech? Qu'est-ce qui manque pour que finalement on dépasse la Chine et qu'on soit vraiment leader sur ce sujet? Parce que la Chine avance aussi de son côté sur ce sujet. Et tant mieux, tant mieux pour la planète. Il faut que tout le monde avance dans la même direction. Les États-Unis aussi sont en train quand même. Là, il y a un plan.
Joe Biden réfléchit sur beaucoup de choses et c'est aussi des milliards en infrastructures et notamment en infrastructure green. Donc nous, je pense qu'on a quand même pas mal d'atouts sur ce sujet-là. Déjà, on a une prise de conscience qui est très très forte et qui est très importante. Je pense qu'il y a la culture d'entrepreneur et la culture entrepreneuriale continue à développer. Aujourd'hui, on est quand même sur des économies, et notamment en Europe, très autour des grands groupes et qui est très focalisé là-dessus, où quand on est entrepreneur, c'est pas toujours facile d'être suivi. Donc là, je pense qu'il y a toujours cette culture à pousser, mais ça, j'y crois beaucoup et je vois en tout cas que les choses, et surtout en France, ont pas mal bougé sur cet aspect entrepreneurial. Et puis l'ambition, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est souvent cette ambition de créer des vrais projets industriels et de créer des vraies filières. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout de quelques années, le but, c'est de devenir une licorne et c'est de revendre, etc. Et on va revendre à des entreprises américaines, des entreprises chinoises, etc. Mais c'est aussi de se dire, mais nous, on est capable en Europe d'être un vrai pôle où on va avoir les leaders de demain et on va pouvoir le faire. Et ça, il faut pouvoir l'accompagner à la fois financièrement, donc continuer à développer des outils d'investissement financier pour pouvoir accompagner, et pas seulement les premières étapes. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment, quand on a fait le tour 2, le tour 3, après, en termes de financement, c'est des gros tickets, c'est des gros risques à prendre. Et là, parfois, on peut être un peu court sur l'accompagnement de tout ça, et on va préférer aller s'allier à un allié stratégique hors d'Europe parce qu'on pense que c'est plus intelligent, etc. Alors qu'on peut vraiment créer des champions aussi en Europe, et c'est une chose très très forte. Et donc continuer là-dessus. Et pour presque être contradictoire avec ce que je viens de dire, mais parce que c'est complémentaire, à la fois plus on a besoin de champions, plus on a besoin de grandes entreprises, plus on a besoin aussi de PME et de petites structures, de PME, de TI, des structures en local. C'est pas nécessaire de toute façon. On réussit pas son aventure entrepreneuriale si on est à l'international, etc. Non, on peut très bien réussir dans sa région et faire des choses très très fortes. Moi, je pense que la transition écologique, elle viendra de la multiplication aussi d'initiatives, et notamment des petites initiatives un peu partout sur le territoire, et créer ce maillage-là. Et si on a cette culture comme les Allemands, comme les Italiens, on réussit aussi ces cultures de cluster à créer des choses. On n'est pas obligé non plus d'avoir que des champions. Il faut avoir des champions, bien évidemment, mais il faut aussi réussir à avoir des entreprises très performantes et un vrai maillage très performant de petites actions aussi, et de petites entreprises qui, elles, vont être un peu le dernier kilomètre de la transition écologique et qui vont permettre de la faire. Je disais Luxuraude, par exemple, ce village-là, voilà, eux, Luxuraude, ils n'ont pas ambition de leur SAS de devenir une entreprise globale. Ou les fermes de Figeac. Ou les fermes de Figeac, etc. Ils sont sur des territoires, ils sont ancrés sur des territoires, et c'est très bien comme ça, parce que plus on est dans la globalisation, la mondialisation, plus on a besoin aussi de local et d'initiative. Et donc, c'est cet équilibre-là à trouver entre créer des champions à la fois, mais aussi être en local partout en Europe, vraiment, et c'est là où il y a beaucoup de fonds européens qui vont être dédiés dans les années à venir pour créer aussi des initiatives en local qui sont performantes. Oui, le monde est un village global où il faut se développer. J'aime beaucoup ce message autour de la ruralité, autour des territoires, autour du fait que la transition écologique, elle passera aussi par ce local finalement, qui peut devenir après international, mais pas que. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Hazard pour cet entretien, et on vous laisse pour la suite des tables rondes avec Thomas Cotinet sur la table ronde sur le partage des communs de la data. Merci. Merci beaucoup.